Mardi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a pris la parole devant les députés pour défendre sa loi dite anti-casseurs, un projet dont les contours s'apparentent à une véritable sélection des manifestants. 6 mois après l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une baisse de la mortalité routière pour 2018, un bilan positif en trompe-l'œil pour une mesure contestée. Après la tentative de coup d'État de Juan Guaidó, le président vénézuélien au pouvoir Nicolás Maduro s'est dit ouvert à de nouvelles élections législatives. Pas sûr que ce gage de bonne volonté suffise aux puissances étrangères qui veulent sa tête. La construction d'un mythe autour de son opposant est d'ailleurs déjà en marche. Madame, Monsieur, bonsoir. Englué face aux mobilisations des Gilets jaunes, le gouvernement entend durcir le ton en proposant une loi dite anti-casseurs, un texte liberticide qui suscite de vives inquiétudes. Thibaut Bastier. Le gouvernement veut ouvrir la chasse aux casseurs. Mardi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a pris la parole pour défendre son projet de loi dite anti-casseurs. Il s'agit selon lui d'un texte visant à stopper les brutes et non les gilets jaunes, dont les manifestations sont marquées ici et là par des violences en marge des rassemblements. Si le pensionnaire de la place Beauvau assure que ce texte est destiné à prévenir et non empêcher les manifestants de manifester, le projet suscite de nombreuses controverses. En effet, la gauche le juge liberticide et une partie de la majorité souligne les limites et les risques d'un tel dispositif. Il faut dire que les propositions ont de quoi inquiéter. Le projet de loi qui s'inspire du texte du républicain Bruno Retailleau, réputé très sécuritaire, vise à autoriser des palpations de sécurité, des fouilles de bagages, et ce pendant les 6 heures qui précèdent la manifestation, et jusqu'à dispersion à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité. Concernant l'aspect judiciaire, le gouvernement envisage la création d'un délit consistant dans le fait de punir la dissimulation de son visage lors de manifestations et de rassemblements, et d'autre part une responsabilité civile collective des personnes coupables d'actes délictueux qui ont participé à une manifestation ou à un rassemblement ayant entraîné des dommages. Si la commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas été dupe du risque d'inconstitutionnalité et a supprimé l'article prévoyant la création des périmètres de sécurité, l'intention de ficher les manifestants demeure. En effet, la création de telles zones reviendrait à créer un environnement criminalisant pour le manifestant, auquel il est attribué la volonté de participer à un mouvement suspect alors qu'il ne souhaite qu'exercer ses droits d'aller et venir et de manifester. Cependant, les dissensions sont plus vives concernant les interdictions de manifester, comme sur le modèle des interdictions de stade, déjà existantes dans le milieu du football. Le texte prévoit notamment de donner au préfet le pouvoir de prononcer ces interdictions en cas de menace grave pour la sécurité. Une idée jugée dangereuse par le porte-parole de Debout la France, Damien Lempereur. On nous présente ce projet comme un projet de loi anti-casseurs. Tout le monde ne peut que être d'accord avec l'idée qu'il faut traiter les casseurs, les délinquants, qui d'ailleurs, on l'a vu dans les manifestations Gilets jaunes, venaient souvent de l'extérieur et qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes. Le problème, c'est que comme souvent avec la novlangue macronienne, on donne un mot pour désigner quelque chose qui est tout à fait le contraire. Et quand on regarde ce qu'est ce fichier, ce qu'est ce projet de loi, on voit en réalité qu'il s'agit de permettre des mesures de police administrative, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le moindre jugement ou que le moindre délit ne soit commis, et donc se donner la possibilité d'interdire à des gens de manifester sur des critères parfaitement subjectifs. Et c'est ça qui est dangereux. C'est l'idée que sur des critères purement arbitraires, on puisse dire toi et toi, vous n'avez pas le droit de manifester, vous devez pointer au commissariat, et c'est, avec des critères d'ailleurs très, très subjectifs et très largement définis, ce que le gouvernement est en train de proposer. Vous l'aurez compris, en proposant ce texte, le gouvernement souhaite avant tout tirer bénéfice des violences commises en marge des manifestations pour déterminer si une personne a le droit de manifester ou pas sur la base de suspicions extrêmement faibles. C'est d'ailleurs ce que dénonce Damien Lempereur. Le gouvernement, certainement, essaye d'en tirer un profit politique. On voit bien que depuis le début, le ministre de l'Intérieur a eu une volonté d'instrumentaliser les violences. Plutôt que d'essayer d'apaiser et de rassembler, il a toujours montré du doigt une petite minorité. Il a un peu monté en épingle les violences, parfois même dans la gestion. Et nous, on est très critiques des ordres et des instructions qui ont peut-être été donnés aux forces de l'ordre. Il y a eu une tentation peut-être d'instrumentaliser les violences. Et ça, c'est pas acceptable. Pour conclure, j'ajoute que dans le même temps, le même ministre de l'Intérieur
l'Intérieur. M. Castaner nous explique qu'il faut rapatrier 130 ou je ne sais combien de djihadistes qui ont commis des exactions graves ou qui sont suspectés d'avoir commis des crimes de Syrie parce qu'ils seraient français. Donc, dans le même temps, on a une position très tolérante vis-à-vis de criminels qui ont trahi la France. Et en même temps, on durcit une forme de répression vis-à-vis de simples citoyens français qui ne font rien d'autre que d'exprimer leur colère. Donc si vous voulez, d'une part, le projet de loi il est dangereux, liberticide par certains aspects, mais en plus il y a un deux poids deux mesures qui est absolument sidérant dans le timing avec le laxisme dont on fait preuve, avec là pour le coup de vrais criminels. Des manifestants criminalisés par l'exécutif et une dérive sécuritaire grave face à laquelle la droite parlementaire ne semble pas efficace pour jouer son rôle d'opposant. Pour garantir le droit de manifester librement, il faudra donc probablement compter sur la gauche et les insoumis. Un résultat d'apparence positif pour une mesure très contestée 6 mois après l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le bilan concernant la mortalité routière en 2018. Un bilan en trompe-l'œil. Thibaut Bastide. Quoi de mieux qu'une baisse de la mortalité routière pour conforter la limitation à 80 km/h? Lundi, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté le bilan de la mortalité routière pour l'année 2018. Un bilan particulièrement attendu au tournant puisqu'il s'agit du premier depuis l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire. Pour la première fois depuis 2014, le nombre de décès sur les routes a diminué pour atteindre 3259 morts l'année dernière. De quoi réjouir le pensionnaire de Matignon, malmené de toutes parts depuis l'instauration en juillet dernier de cette mesure controversée. D'ailleurs, lors de la présentation, il n'a pas hésité à préciser que ces bons résultats découlaient directement de sa prise de décision. Ainsi, selon les données dévoilées, ce sont 189 décès de moins qu'en 2017, soit une baisse de 5,5% par rapport à l'année précédente. Des chiffres auxquels il faut rajouter une baisse de 25% du nombre de blessés hospitalisés durant 24 heures. En brandissant tout cet ensemble de chiffres encourageants, le chef du gouvernement a donc largement pu défendre son bébé, la limitation à 80 km/h sur les routes nationales et départementales. Une bouffée d'air pour le Premier ministre alors que quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron aurait simplement qualifié cette mesure de, je cite, « connerie ». Si le bilan a de quoi conforter ou tout au moins réconforter Édouard Philippe, il n'en demeure pas moins en trompe-l'œil. Selon l'association 40 millions d'automobilistes, la mortalité routière était déjà largement orientée à la baisse une année avant l'entrée en vigueur des 80 km/h. Au-delà de cette estimation, de nombreux autres facteurs sont à prendre en compte et notamment la mobilisation des gilets jaunes. En effet, les nombreux points de blocage sur les ronds-points ont réduit drastiquement les déplacements effectués en voiture, surtout en province. Face à la mobilisation, de nombreux automobilistes ont décidé de laisser la voiture au garage, privilégiant d'autres moyens de transport. Autre point permettant de relativiser l'efficacité de la limitation à 80 km/h, les radars neutralisés. 60% des radars automatiques ont été tagués ou recouverts de sacs. Un phénomène qui s'est largement répandu et dont les automobilistes ont pu profiter pour ne pas respecter les limitations de vitesse. Ainsi, il est quasiment impossible d'obtenir de réelles statistiques quant au respect de la vitesse sur le réseau secondaire limité à 80 km/h. Qu'importe donc les effets bénéfiques ou non de la mesure, l'exécutif reste acculé et pourrait même reculer s'il ne fait pas partie des thèmes prédominants abordés dans le grand débat national lancé en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le 80 km/h pourrait finalement constituer la première marche arrière du gouvernement. D'ailleurs, Édouard Philippe a laissé entendre que des aménagements seraient possibles à l'échelon local. Nicolás Maduro tend la main à l'opposition. Le président vénézuélien, victime d'une tentative de coup d'État, se dit ouvert à l'organisation d'élections législatives. Difficile de savoir si ce signe de bonne volonté portera ses fruits. L'entreprise de déstabilisation pilotée par Washington étant déjà bien avancée, notamment à travers la construction d'un mythe autour de l'opposant Juan Guaidó. Nicolás Maduro est favorable à des élections législatives anticipées pour sortir le Venezuela de l'impasse. Le président élu s'est exprimé mercredi dans ce sens. Il a en revanche rejeté l'idée d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Et pour cause, si le dernier scrutin pour renouveler la Chambre unique date de 2015, l'actuel président a lui été réélu il y a seulement 9 mois. Une manière aussi de ne pas perdre la face vis-à-vis des États lui intimant d'organiser de nouvelles élections.
Acculé, le président Maduro fait face à une crise économique violente et une inflation toujours galopante. Les Vénézuéliens, eux, sont conscients de la gravité de la situation. Le pays est en hyperinflation impressionnante con esto, como un jaque mate al país. Une situation d'échec qu'intensifie le chantage au raffinage exercé par Washington et qui menace de bloquer tout le pays. Aquí hay una afectación en los productos que dependen, que son derivados del petróleo. Aquí nosotros, y es una de las situaciones por la que estamos gravemente el transporte colapsado, ¿entiendes? Y bueno, se empeorará entonces. Une crise qui va empirer selon toute vraisemblance, eu égard aux problèmes structurels que connaît le pays et qui pourrait s'avérer mortel sur un territoire comptant 32 millions d'habitants et où la criminalité est l'une des plus élevées du continent. Les camps en présence sont non seulement les chavistes et les soutiens de l'opposant Juan Guaidó, mais aussi une multitude de factions, notamment communistes, qui ont perdu espoir en l'actuel président. L'armée demeure encore le juge de paix et paraît toujours comme un soutien à Nicolás Maduro. Dans une perspective d'ouverture, ce dernier est même allé jusqu'à déclarer vouloir dialoguer avec Donald Trump. Et pour cause, le président vénézuélien sait mieux que quiconque que le coup d'État de Guaidó est largement piloté par les États-Unis, soutenu par une majorité d'États d'Amérique du Sud. La tentative de déstabilisation du pouvoir en place est d'ailleurs très classique dans son montage. Discrédit du président en place, propagande médiatique sur la pauvreté et enfin émergence d'un produit politique marketing jeune et d'apparence dynamique, Juan Guaidó. Les agences de presse du monde entier se donnant ainsi la peine de réaliser des petits films de propagande sur cette success story, interrogeant notamment sa mère sur le caractère prétendu spontané de la démarche de son fils. La esposa y yo al lado de él, junto con todos los diputados, y nos tomó por sorpresa. ¡Juro! Y juramentar delante de toda Venezuela y el mundo. Él juramentándose, eso de verdad no, a mí me impactó muchísimo. Lloré mucho, pero emocionalmente, y después me dio miedo. Beaucoup d'émotions donc, mais comme cela ne suffit pas, maman Guaidó n'hésite pas à sortir les photos d'un enfant qui, à l'en croire, était prédestiné à prendre la tête du pays. Cuando él era bebé, él era muy alérgico, y mi mamá lo bañaba, y le ponía cremas y no sé qué, y le decía, tenía 10 meses de nacido, y le decía, y pensar que el día que seas presidente de Venezuela, no me vas a dejar echarte cremas ni verte. Digne d'un scénario hollywoodien, la saga Guaidó n'a pas fini de faire parler. La photo de l'opposant faisant d'ailleurs la une des publicités à Times Square à New York, 5 petites heures après avoir prêté serment. Mais derrière le masque démocrate, Juan Guaidó s'avère être un dur en affaires qui n'hésite pas à jouer la politique du pire pour arriver à ses fins. Il a ainsi demandé à l'Union européenne plus de sanctions contre son propre pays, des sanctions qui pourraient pousser l'armée à changer de camp. Comprendre, Juan Guaidó est prêt à faire crever ses concitoyens pour arriver au pouvoir. Ces soutiens, largement issus d'États soumis à Washington, sont bien souvent des pays dirigés par des libéraux conservateurs, un élément qui ne manque pas de piquant quand on sait que Guaidó est rattaché à l'internationale socialiste via son parti Voluntad Popular, une internationale socialiste qui a amorcé depuis le début du siècle un virage vers une forme de progressisme libéral. Les libéraux conservateurs comme Trump et Bolsonaro étant avant tout les défenseurs du marché, leur soutien à Guaidó paraît donc naturel. La suite des événements dépendra de nombreux facteurs. Combien de temps l'armée maintiendra son soutien au président élu? Vers qui se tourneront les électeurs en cas d'élection législative anticipée? Et surtout, jusqu'où sont prêtes à aller les États-Unis pour se débarrasser de Maduro? Si Washington parvient souvent à ses fins quand il s'agit de déstabilisation d'États étrangers, le maintien de Bachar al-Assad en Syrie prouve qu'une résistance face à l'oncle Sam demeure encore possible. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La justice envoie le boxeur de gendarme au tapis. Ce mercredi, la Cour d'appel de Paris a tranché. Christophe Détinger, l'ex-boxeur professionnel, sera jugé le 13 février prochain pour l'agression de 2 gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes à Paris. À 37 ans, l'ancien champion de France 2007 et 2008 des lourds légers restera incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où il séjourne depuis le 9 janvier malgré sa demande de libération sous contrôle judiciaire.
Des clandestins peu disposés à déménager. Une opération d'évacuation d'un campement de clandestins dans le nord de Paris a eu lieu mardi matin. L'objectif des autorités est de les mettre à l'abri du froid grâce aux 400 places réquisitionnées dans des gymnases en Île-de-France. Selon les associations chargées de l'opération, près d'1 millier de clandestins vivaient dans le campement situé porte de la Chapelle. Parmi les individus évacués, certains ont refusé les places en hébergement d'urgence, préférant rester dans la rue. En acceptant l'aide mise en place par le gouvernement, la plupart des clandestins devraient retourner faire leur demande d'asile dans le pays de l'Union européenne où ils ont laissé leurs empreintes. Des épousailles bénies par la drogue. Dimanche, les policiers de la brigade anticriminalité de Lyon ont interpellé 3 individus, 2 habitants de Villeurbanne âgés de 30 et 17 ans et un niçois âgé de 28 ans impliqués dans un trafic de stupéfiants. Les hommes de la BAC ont intercepté le véhicule au moment de l'échange de marchandises et ont saisi au total 191 grammes de résine de cannabis. Un des mis en cause a été laissé libre. Quant aux détenteurs de la drogue, ils ont affirmé qu'il s'agissait là d'un cadeau de mariage. Coq en stock dans les vols de la Guyane pour Paris. Les inspecteurs des douanes de l'aéroport international Félix Éboué de Cayenne ont intercepté une valise contenant 4,6 kg de cocaïne, habilement dissimulée dans des fruits. Comme ce passager, ils sont des dizaines à partir de Guyane chaque jour pour tenter d'importer par voie aérienne de la cocaïne pure à 60 ou 70%. Depuis la capitale de Guyane française, ce sont 20 à 30 000 par vol qui empruntent les lignes Air Caraïbes ou Air France au service des trafiquants de drogue, si nombreux que malgré les stratégies et techniques de contrôle, les fonctionnaires douaniers sont bien vite submergés. L'Iran respecte bien l'accord sur le nucléaire de 2015. Malgré le retrait des États-Unis du traité censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, Gina Haspel, directrice de la CIA, a déclaré ce mercredi que le pays était techniquement fidèle au terme de l'accord signé à Vienne. Indépendamment de cette conformité, les Iraniens envisagent toutefois de prendre leur distance avec le traité JCPOA pour des raisons économiques. Téhéran reste sous la menace du président Donald Trump qui a quitté l'accord sur le nucléaire en mai 2018 et rétabli les sanctions dans l'espoir de réduire l'influence du pays dans la région et d'étouffer son économie. Pour rappel, l'Iran est l'un des principaux pays à avoir permis de battre l'État islamique. Le calvaire judiciaire d'Asia Bibi touche à sa fin. En rejetant une dernière demande de révision mardi, la Cour suprême d'Islamabad a définitivement blanchi cette Pakistanaise de confession chrétienne. Condamnée à mort en 2010 pour avoir souillé l'eau d'un puits en buvant un verre, la mère de famille martyrisée par la charia a passé 8 ans dans le couloir de la mort. La France a de nouveau proposé d'accueillir Asia Bibi et sa famille. Dans un instant, notre Zoom du jour, le dernier entretien du comte de Paris, décédé le 21 janvier 2019, avait été réalisé sur TV Liberté. C'est son fils, Jean d'Orléans, duc de Vendôme, qui va lui succéder. TV Liberté vous propose de retrouver un entretien réalisé en 2017 avec ce dernier. La question du prince chrétien, en fait, c'est d'avoir des principes forts, basés dans la foi chrétienne, altruistes. Et puis le prince chrétien, le prince français, c'est de connaître un peu les circonstances particulières d'un pays comme la France, sa tradition, ses développements. Donc voilà, d'être bien au courant de ce qui se passe dans notre pays. Et ce soir, retrouver Perles de culture au programme du cinéma et un retour sur les principaux ouvrages qui ont marqué l'année 2018. Puis Stéphanie Bignon évoque la construction d'une dalle devant la cathédrale de Chartres. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz, puis Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je vous ai dit que le maire de Saint-Barnabé, le village voisin, qui est un cinglé, a vendu sa voiture de luxe pour essayer de se faire passer
comme un proche des Gilets jaunes pour se rapprocher de la population avec qui les relations s'étaient envenimées. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le préfet, qui connaissait un peu, l'a choisi pour faire partie, lui aussi, des élus qui questionnaient le président, là, récemment, à Souillac. Oui, parce que sans doute le préfet n'avait encore connaissance que d'une seule chose, c'est que ce maire était détesté par les 3/4 de son village, de 300 habitants, à cause de ses positions du genre « on veut pas de feignants ici, on se retrousse les manches, on évite de se plaindre, le loup c'est très bien, il en faut, etc. » Ce qui est donc très intéressant, c'est que ce petit maire de rien du tout se soit retrouvé dans la grande salle à pouvoir toucher le président en bras de chemise. Et nous avons là toute l'explication du fameux débat démocratique introduit par le locataire de l'Élysée. En fait, il pratique une démocratie un peu censitaire, instinctive, qui consiste à remplacer le peuple avant le débat par des élus, si possible, Macron-compatibles. Or, quand on examine le profil du maire de Saint-Barnabé, on en vient à se demander si les fiches des renseignements généraux ne sont pas extrêmement pointues. Dans le pays, on vous dira surtout qu'il appartient à une fraternité locale qui n'a rien à voir avec celle des chevaliers de la Traille ou du Tastevin. Oui, parce qu'il y a une dimension qui est très peu évoquée quand on parle des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont très nombreux à vouloir rejeter ça aussi, les complicités secrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Dans leur simplicité, ils citent volontiers la plaisanterie de Coluche contre les avocats. En France, disait-il, en matière de justice, tu as le choix entre ceux qui connaissent bien la loi et ceux qui connaissent bien le juge. On a compris que le maire de Saint-Barnabé appartient plutôt à la deuxième catégorie. Les Gilets jaunes de la vallée, ici, ont tendance à dire que s'il a été choisi, le maire, pour rencontrer le président, c'est parce que le préfet ne s'est pas foulé, il a consulté des listes. Et comme l'autre était sur la bonne liste, quelle liste, vous allez me dire, mais si vous m'avez compris, la liste des gens qui se connaissent tous, du juge au garagiste, eh bien, il a été choisi. Mais la chose la plus frappante, ce qui fait dire qu'il y a une logique dans cette désignation, une logique élyséenne, c'est que le maire de Saint-Barnabé a été choisi avant tout parce qu'il ressemblait à son modèle. Il était normal qu'il aille lui servir la soupe sous un hangar, il faisait partie de la même famille mentalement. Je m'explique. Le maire de Saint-Barnabé, élu haut la main, est un type encore assez jeune qui vend des voitures dans le civil. Il est numéro 2 chez un gros concessionnaire, d'où ses moyens de locomotion assez voyants. Sa femme est plus âgée que lui et assez riche, autre indice. Dès qu'il est arrivé à la mairie, il a chassé la secrétaire de mairie pour mettre sa nièce à la place. Il a attribué des permis de construire douteux à des gens riches pour avoir plus de rentrées fiscales. Il s'est mis à faire des discours, même pendant la journée du 11 novembre, sur le thème « On en a assez des assistés ». Il a voulu rendre, a-t-il dit, une certaine dignité, un certain volontarisme à ce pays agricole. Il n'avait pas le droit de se plaindre avant d'avoir agi, etc. Il a trouvé très bien qu'on désigne un référent loup. Il lui a même organisé une réunion avec les éleveurs, et c'était à la sortie de cette réunion que les gens ont commencé à se dire « on en a marre de ces leçons à ce type, on n'est pas des enfants, et puis il ne connaît rien aux gens comme nous, mais il emploie tous les mots de la profession comme s'il les avait bachotés dans la voiture ». Il a re-signé, par exemple, un contrat avec une compagnie des eaux extrêmement chère récemment, et là, les gens ont vraiment commencé à se dire qu'il ne travaillait que pour les puissants. Quand le prix de l'eau a doublé, il a parlé d'écologie et de planète. Quand il a fait acheter un véhicule électrique pour la mairie, tout le monde était furieux là encore. 2 conseillers ont démissionné, puis un 3e. Là, on approche de la zone en ce moment où on devra refaire une nouvelle élection. Il n'est pas dit que son mandat ne soit pas écourté. Je parle toujours du maire de Saint-Barnabé. Hein. Vous pensiez à qui? Donc je résume, pour en venir au cœur de cette comparaison, on a vu fleurir au bord des routes, des panneaux et des tags démission. Les habitants ont commencé à se haïr entre eux à cause de lui, sur la base 2 tiers, 1 tiers, soit en gros les gens qui en avaient besoin contre les gens qui supportaient plus sa façon de dire ni oui ni non pour finalement faire ce qu'ils voulaient. C'est là que soudain la révélation vous tombez dessus quand vous le voyez dans le parterre d'élus en écharpe là à Souillac. Le président avait convoqué des élus qui lui ressemblaient, au mépris de la population qui écrivait des missions sur les panneaux et qui battait la semelle dehors. Donc ces histoires de grands débats dans un contexte pareil n'ont aucune chance d'aboutir. Il fallait laisser 5% de contestataires, si possible pittoresques, excessifs, pour discréditer la critique. C'est fait. De même que lorsqu'il s'est pointé dans une réunion sans prévenir, le maire de la ville, qui est l'un de ses amis, lui a dit « j'ai mes informations sur le profil de la salle, tu peux y aller, ici on les connaît tous ». Mais ça, c'est tellement prendre les gens pour des cons, comme on dit à Campagnol, qu'on n'est pas sûr que ça passe. Comme dit Gustave, vedremo, on verra. En attendant, abonnez-vous, merci, comme ça vous serez parmi les premiers à voir.
Le 17 décembre dernier, ce sont un peu plus de 150 pays qui ont signé à Marrakech le fameux pacte de l'ONU pour une migration qualifiée de, entre guillemets, sûre, ordonnée et régulière. Pourtant, le texte est très loin de faire l'unanimité. Même si ses promoteurs ont juré qu'il ne saurait être contraignant, un certain nombre de grands pays ont refusé de le signer, dont, par exemple, les États-Unis ou l'Australie. De leur côté, plusieurs grands pays avaient pourtant approuvé le texte en juillet dernier à New York et se sont finalement retirés du processus. Il s'agit entre autres de l'Autriche, de la Hongrie et de la Pologne. Que dit ce pacte que j'évoque actuellement? Il se tient en une ligne. Les migrants ont tous les droits, les pays d'accueil ont tous les devoirs. L'on pouvait s'y attendre, l'acte international n'en a pas moins été chaudement salué par le pape François. Celui-ci y a vu une formidable, je cite, appel à la responsabilité, la solidarité et la compassion. C'est l'éternelle question du rôle du politique en matière d'immigration qui ressurgit ici. Si la compassion est peut-être une vertu évangélique, est-elle la vertu première demandée à un chef de l'État? Une fois de plus, le pape François refuse de s'interroger sur les effets pervers de sa déclaration et sur les interprétations qui vont être données à ses propos. L'ère du temps n'est pas aux subtilités, aux idées confuses. En approuvant le texte, le pape semble donner un blanc-seing moral à l'immigration de masse. Il ne prend pas la peine de développer avec discernement une réflexion sur les dégâts culturels et spirituels qu'elle engendre. En outre, avec l'apologie de l'accueil, c'est tout simplement l'esprit de mission qui disparaît. L'accueil devient une valeur à part entière qui fait fi de la priorité de la transmission du message catholique. Or, les catholiques sont actuellement particulièrement ostracisés, leur foi et leur identité est particulièrement détruite dans un monde acharné à les faire disparaître. Avec de telles positions du Vatican, qui peuvent en fait s'assimiler à un véritable déni de réalité, le Vatican risque de dissuader beaucoup de gens de rentrer dans l'Église catholique et il risque de faire fuir de l'Église de nombreux catholiques déboussolés. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.